Cette histoire que j'ai découverte dans une revue habituellement réservée aux psychanalystes illustre le mystère qui entoure le sommeil, ces heures étranges pendant lesquelles nous basculons dans le monde inconnu des rêves. Jean-Pierre Serretti a 45 ans au moment des faits. Nous sommes le 15 avril de l'an 2000, lorsque ce tourneur-fraiseur se présente à la gendarmerie. Il est 6 heures du matin et le bureau de la réception est encore vide. Les machines à écrire, sous leur housse de plastique gris, sont silencieuses. Pourtant, dans un instant, c'est sur l'une d'entre elles que Renaud Lombard, l'officier de permanence, va consigner le procès-verbal le plus extraordinaire de sa jeune carrière. Ce soir-là, j'étais d'astreinte et j'avais dû m'assoupir dans l'un des bureaux de la gendarmerie. Vers 6h30, je suis sorti pour prendre un café à la machine. Et j'ai vu ce type qui était là, il avait l'air statufié. Le type statufié, c'est lui. Il s'appelle Jean-Pierre Serretti. Et ce matin-là, en se réveillant chez lui, eh bien, il a découvert l'horreur. Quand j'ai vu ce qui s'était passé à la maison, j'ai enfilé un manteau et des chaussures et je suis sorti au plus vite. Je suis parti à la gendarmerie parce que je voulais faire ma déposition. Et comme il n'y avait personne, je me suis assis et j'ai ressassé, j'ai réfléchi à ce qui s'était passé, mais je ne trouvais pas de réponse. Alors je lui ai demandé ce qu'il faisait là d'une heure aussi matinale. Et là, il m'a dit une chose que j'oublierai jamais. Il m'a dit, cette nuit, j'ai rêvé que je tuais ma femme. Alors moi, je lui dis que si à chaque fois que quelqu'un fait un cauchemar, il vient faire une déposition, il va falloir qu'on embauche, quoi. Donc, je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il aille se recoucher et qu'il rentre chez lui. Mais là, il m'a dit, quand je me suis réveillé, ma femme, elle était réellement morte. Je lui ai tout raconté. Je me sentais bizarre au réveil. J'avais ce cauchemar horrible qui me revenait en boucle. Alors pour me rassurer, moi je suis parti dans la chambre de Monique pour voir si tout allait bien, pour l'embrasser. Et alors là, le choc. Monique était enroulée dans ses draps avec plein de sang partout, les yeux révulsés. La bouche ouverte comme si elle allait pousser un dernier cri. J'avais vraiment assassiné ma femme, je n'avais pas rêvé. J'ai pensé aux enfants qui dormaient au premier étage, j'ai fermé la porte à clé. Je voulais pas qu'ils trouvent leur mère dans cet état. Je sais pas comment j'ai fait pour pas m'effondrer. Et après, je suis sorti dans la rue comme un zombie. Je me demandais comment j'avais fait pour faire quelque chose aussi horrible, quoi. J'ai tout de suite envoyé une patrouille sur place pour vérifier les affirmations. Les gars m'ont appelé quelques minutes plus tard et ils m'ont dit qu'ils avaient retrouvé le corps de Mme Serretti. Elle a été assassinée, 3 coups de poignard dans le cœur. Selon les dires du médecin légiste qui avait été dépêché sur place, la mort remontait aux alentours de 4h du matin. Bon, par contre, les gars n'ont trouvé aucune trace de l'arme du crime. Comme la découverte macabre des gendarmes corrobore en tout point la confession de Jean-Pierre Serretti, Renaud Lombard entreprend de l'interroger plus avant. Et Serretti répète inlassablement sa version des faits, son cauchemar, le réveil et la vision insoutenable du corps sans vie de son épouse. De plus en plus intrigué, le gendarme insiste pour connaître la nature exacte des relations qu'entretenait le couple. S'entendait-il bien? Serretti avait-il des raisons d'en vouloir à sa femme? Sans se faire prier, l'homme un peu hébété répond de bonne grâce à toutes les questions. Il est formel, il adorait son épouse, et jamais il ne lui aurait fait le moindre mal. Lombard n'est pas convaincu. Si l'homme en pyjama assis devant lui a l'air sincère, pourquoi lui et sa femme faisaient-ils chambre à part? J'ai toujours été un peu timide. En plus, j'ai rien d'un Apollon. Alors quand j'ai rencontré Monique, elle était très jeune et en plus elle était enceinte d'un gars qui l'avait laissé tomber. Alors, comme ses parents l'avaient mise à la porte, je lui ai proposé de l'épouser et de reconnaître l'enfant. Enfin voilà quoi. J'étais tellement amoureux d'elle à l'époque. Elle était tellement belle. Vous pensez une fille comme ça, on ne pouvait pas la louper? Jean-Pierre Serretti était-il un homme au grand cœur ou un amoureux trop naïf? Sa sœur
a une opinion bien tranchée là-dessus. J'ai toujours dit à mon frère de se méfier de cette fille. Mais bon, lui, c'est un pigeon. Et il a un cœur en or. Puis alors ça, Monique, elle l'avait tout de suite repéré. Hein. Non, elle était trop aguicheuse, pour être honnête. Vous savez, c'est pas pour être médisante, hein, mais elle avait la réputation d'être une fille facile. Enfin, en tout cas, ils se sont mariés, et moi, évidemment, j'ai pas eu mon mot à dire. Hein. Au bout de 5 ans de mariage, on venait juste de finir la maison, elle était toute neuve. Et puis on venait juste d'avoir la naissance de notre petit garçon, le deuxième. Je voyais bien que Monique, elle n'était pas heureuse avec moi. Alors, un jour, même si ça me crevait le cœur, j'ai proposé de divorcer. Malheureusement, elle a dit oui. Tout de suite. Alors, au tribunal, c'est passé tout de suite au tribunal et le divorce a été prononcé. Et le juge a ordonné ce qu'on nous vendions la maison pour partager l'argent. Mais malgré tout, je voyais bien que Monique, elle n'était pas d'accord pour quitter la maison. Alors, ce qu'on a fait, on a fait un arrangement à l'amiable. Monique, elle, s'est installée dans la chambre et moi, je dormais dans le canapé. Le pauvre. Il s'est saigné, mais aux 4 veines, pour pouvoir faire construire cette maison dans ce lotissement. Et alors Monique, elle se la collait douce. À part se faire les ongles et fumer cigarette sur cigarette, il n'y avait rien qui l'intéressait. Elle était vraiment bonne à rien. Même ses enfants, elle ne savait pas s'en occuper. Monique, les enfants, la maison, moi, j'en demandais pas plus. Et puis un jour, elle a trouvé un petit boulot de serveuse. C'est la première fois qu'elle gagnait sa vie en travaillant. Ah, elle était aux anges. Et je crois même qu'elle fréquentait des hommes à l'époque, hein, parce qu'elle sortait souvent le soir, et puis c'est moi qui gardais les enfants. Ça me faisait souffrir, mais après tout, on était divorcés, et elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait. Même si ça me faisait souffrir. Plus il avançait dans sa déposition, plus j'entrevoyais les raisons qui auraient pu le pousser à la tuer. Vue de l'extérieur, elle donnait l'impression de se payer sa tête et de profiter de la situation. Cet homme respirait la gentillesse. C'est souvent ce qui arrive avec les braves types. Un jour, ils pètent les plombs. Elle l'a pas gardé longtemps, son boulot de serveuse. Son patron l'a virée au bout d'1 an. Puis alors, évidemment, elle est revenue vers mon frère en pleurnichant. Et puis, lui, bonne poire, comme elle avait plus d'argent, il lui a proposé de l'aider. De l'entretenir, oui, c'est plutôt le mot. Ils ont vite recommencé à se promener bras dessus, bras dessous. Et alors, le pire, c'est qu'ils se sont remariés, quelque temps après. À ce stade de la déposition, le gendarme est stupéfait par le mode de vie des Serretti. Car contre toute attente, le couple retourne effectivement à la mairie, mais continue à faire chambre à part. Autre incongruité, bien que remariée, Monique a gardé un amant. Quand Jean-Pierre s'en aperçoit, lui habituellement calme et conciliant, entre dans une colère noire. Son épouse lui doit fidélité et il exige qu'elle respecte ses engagements. Entre deux sanglots, Monique implore son pardon et jure qu'elle va rompre au plus vite. Jean-Pierre, satisfait, lui accorde une nouvelle chance. Le 15 avril 2000, à 14 h, M. Jean-Pierre Serretti a été placé en garde à vue. Même s'il n'avouait avoir tué sa femme qu'en rêve, il était pour nous le principal suspect. Au cours de l'enquête, on a passé la maison au peigne fin et on a trouvé dans la cuisine des somnifères. Lors du deuxième interrogatoire, je l'ai questionné à ce sujet. Quand le gendarme m'a parlé de ses cachets pour dormir, moi j'étais très étonné parce que Monique, elle n'a jamais eu de problème d'insomnie. Et moi, quand j'ai bossé toute la journée à l'usine, faut pas me prier pour aller dormir. Surtout depuis qu'on avait instauré ce petit rituel du verre de cognac avant d'aller se coucher. C'était pas tous les soirs, hein, mais bon, 2-3 fois dans la semaine, bon, il fallait pas me prier pour aller me... Enfin bref, après, je dormais comme un bébé. Un soir, j'ai téléphoné à mon frère. Il avait du mal à aligner 2 mots, comme s'il avait bu. Alors, ça m'a intriguée parce qu'il n'avait pas l'habitude de boire. Je lui ai demandé ce qu'il avait bu, et puis il m'a répondu « juste un verre de cognac ». Et là, il a raccroché. Et quand j'ai rappelé, c'est Monique qui a décroché et qui m'a dit qu'il était monté se coucher. À 9 h du soir, ça m'a semblé bizarre. Mais bon, avec ces deux-là, j'étais pas à ça près. Entre le rituel du cognac et la présence de somnifères dans la maison, on a échafaudé une hypothèse avec les collègues. Et si Madame Serretti
avait drogué plusieurs fois par semaine son mari pour pouvoir soit sortir, soit même pouvoir recevoir directement son amant à la maison. On n'a trouvé aucune trace de sang sur le suspect. Alors est-ce qu'il l'avait tué pendant son sommeil et avait cru l'avoir rêvé? Ou alors est-ce que le coupable courait toujours? Quoi qu'il en soit, l'arme du crime demeurait toujours introuvable. Et oui, où se trouve le couteau qui a servi? Fait étrange, Serretti en prison rêve précisément de ce couteau. Cette histoire de couteau m'obsédait. Il revenait tout le temps dans mon rêve. C'était un gros couteau de chasse avec un manche en corne. J'en avais jamais vu, c'était un objet très rare. Et dès que je fermais les yeux, je revoyais le geste précis de la lame chromée qui s'enfonçait dans le cœur de Monique. Et dans mon rêve, c'est bien moi qui tenais la lame, il n'y a pas de doute là-dessus. Imaginez mon frère en assassin? Non. C'était grotesque. Je connais personne au monde de plus gentil que lui. C'est un ange. Il ferait pas de mal à une mouche. Puis alors surtout, il était fou de sa Monique. Quand les gendarmes sont venus m'interroger, je leur ai dit que j'étais pas du tout étonnée qu'elle finisse comme ça. Vous savez, à force de provoquer les hommes, ça finit par les rendre dingues. Serretti n'a en effet pas le profil d'un meurtrier. Le policier va alors faire une découverte. Je ne pouvais pas croire à la culpabilité de M. Serretti. Alors un soir, je suis retourné dans la maison et j'étais assis par terre dans la chambre de la victime et dans mon angle de vision, j'ai aperçu des cendres dans la cheminée. Alors j'ai ramassé tous les restes de papier calciné et je les ai portés au laboratoire. Les résultats ont fait prendre un tour décisif à l'affaire. Monique n'avait jamais rompu avec son amant. Le capitaine Lombard avait trouvé des morceaux de photographie dans la cheminée de sa chambre. Ce qui a permis d'ailleurs de l'identifier. Oh, savoir que Monique me trompait depuis des mois. Et moi, comme un couillon, je pensais qu'on était toujours ensemble, on était à nouveau amoureux. Ça m'a complètement détruit. C'est comme si elle était morte une deuxième fois. Nous avons rapidement mis la main sur cet homme, l'amant de Monique Serretti. C'était un dealer alcoolique et violent. Il nous a avoué avoir tué sa maîtresse ce soir-là. Monique Serretti mettait effectivement des somnifères dans le verre de cognac de son mari lorsqu'elle voulait recevoir son amant. C'est ce qu'elle a fait ce soir-là d'ailleurs. Lorsque son amant est arrivé, elle lui a dit que c'était terminé, qu'elle ne voulait plus le voir, elle a brûlé les photos dans la cheminée, et là ça l'a rendu fou. Il l'a tué. Elle lui a mis 3 coups de couteau en plein cœur. Il n'a pas supporté d'être lâché par Monique. Je le comprends. J'avais vécu la même chose. Sauf que moi, je ne l'ai pas tué. Je l'aimais trop. J'en ai seulement rêvé. Si cette affaire s'était arrêtée là, elle serait simplement venue grossir la liste des crimes passionnels. Mais comment expliquer le rêve de Jean-Pierre? Comment cet homme a-t-il pu observer la scène dans son sommeil avec autant de précision? Car rien n'a échappé aux dormeurs. Les gendarmes ont en effet découvert l'arme du crime cachée sous le lit de l'assassin, un lourd couteau de chasse avec un manche en corne semblable à celui que Jean-Pierre avait cru tenir entre ses propres mains. Alors, rêve prémonitoire ou phénomène étrange? À vous d'en décider, car nous ne saurons jamais la vérité.